Nous sommes au départ de la gare de Milan, porte de Gênes. Et oui, il y a bien une troisième séquence sur Milan. Le temps étant un peu médiocre, j'ai voulu visiter la grande ville plutôt que les lacs. On est plutôt au sud du noyau historique de Milan, dans des quartiers qui ont été réhabilités et qui étaient très populaires autrefois. Je veux voir en particulier la Darsena et les Navili, ces canaux qui sont à Milan. Autre envie également, voir l'église Sainte-Storge et la basilique de Saint-Laurent-Majeur. La rue Vigevano n'est pas la plus aristocratique de Milan, mais les façades sont colorées. On arrive au bout de la via Vigevano. Sur la gauche, nous allons voir la Darsena. Milan disposait autrefois de nombreux canaux, mais ceux-ci ont été recouverts par des chaussées pour des raisons d'hygiène et également pour pouvoir construire le tramway. Voici la Darsena. Il y a en projet à Milan de découvrir d'autres rues pour faire sortir à l'air libre les canaux. Nous ferons la balade des canaux après. Je voudrais d'abord aller voir Sainte-Storge, si on peut la filmer. Le quartier des Navili est très apprécié, notamment au moment de l'apéritivo. On se dirige vers l'Antica Porta Ticinese, ancienne porte tessinoise. On peut voir déjà le clocher de la basilique de Sainte-Storge. Il faut bien passer le temps. Il est possible de se balader sur les Navili. Nous verrons ça peut-être. Ça me fait davantage penser au canal de la Villette plutôt qu'au canal Saint-Martin. Le Navili Pavese. Il n'est pas très touristique. L'Antica Porta Ticinese fait partie de ces murs détruits de Milan qui ceinturaient la ville au XIe siècle. C'est un vestige. Beaucoup de grandes artères bruyantes à Milan. Traversons. Belle vue sur l'Antica Porta Ticinese. Voici Sainte-Storge. Elle paraît complètement prise dans les arbres. Fort heureusement, un peu plus loin, la perspective sur la façade est un peu plus dégagée. Un petit square permet le repos du caméraman qui, comme moi, a de vieux os. L'église Sainte-Storge renferme, paraît-il, des œuvres d'une grande délicatesse. Mais qui est ce Sainte-Storge? Ce serait un évêque de Milan qui aurait ramené ici, dans cette basilique, les reliques des rois mages.
L'édifice est très composite. Il est constitué d'époques très différentes, mais au départ, l'édifice originel datait des 5e, 6e siècles. On dit que c'est la mère de l'empereur Constantin, Hélène, Constantin qui avait bâti Constantinople, Istanbul, Hélène qui aurait donc retrouvé les reliques des rois mages. La basilique est très très sombre. Remarquez l'immense Christ dans le chœur. Des fresques presque effacées sur les piliers. Le style roman lombard. Bas côté gauche. Le crucifix en bois date du XIIIe siècle. Mais dans le chœur, c'est le beau polyptyque de la Passion qui constitue la pièce maîtresse, avec un crucifix au milieu. Ce polyptyque du XIVe siècle serait dû à Jacopino da Tradate. La chapelle des Visconti. Elle abrite le beau tombeau d'Étienne et Valentine Visconti, Stefano et Valentina Visconti. Les Visconti étaient les ducs de Milan, avant les Sforza. Chapelle du Saint-Sacrement. Un panneau explicatif détaille les scènes du polyptyque. Ici, par exemple, le baiser de Judas, la montée au calvaire. Nous voici dans le transept droit, la fameuse chapelle des mages. Explication bilingue italien-anglais, c'est souvent comme ça à Milan.
Il est expliqué cependant que l'empereur Constantin donna à l'évêque Eustorge au IIIe siècle les reliques des corps des 3 rois mages. Cette légende a été relayée par Jacques Voragine dans sa Légende dorée. Au Moyen-Âge, l'empereur germanique Frédéric Barberousse aurait conquis Milan et aurait fait transférer les reliques des rois mages à Cologne. Ce n'est qu'en 1904 que ces reliques auraient été replacées ici. Les restes archéologiques derrière le chœur. Le clou de la visite de Sainte-Storge est la chapelle Portinari. Il est possible de visiter un musée avec la chapelle. Certes, la vie de Sainte-Eugène est sans doute passionnante, mais je dois me limiter dans le temps. Et dans ces salles, il est quand même difficile de ne pas s'intéresser à toutes ces pièces. Crucifix, calice, ostensoir. Ce n'est pas encore la chapelle que nous devons voir, mais celle-ci a déjà une décoration particulièrement soigneuse. Je vous prépare doucement à un bon choc émotionnel. La chapelle Portinari date de 1468 et bien que nous soyons à Milan, elle est due à des artistes florentins. C'est le banquier florentin des Médicis à Milan qui l'a fait réaliser. Il s'appelait Pigelio Portinari. Le magnifique monument central est antérieur, 1339. Ce tombeau est dû à Giovanni da Balduccio da Pisa. Les fresques sont de Vincenzo Foppa. Ce tombeau est celui d'un inquisiteur mort assassiné d'un coup de hache en 1252, Saint-Pierre de Vérone. This is the same scene as that.
Remarquez la prudence qui a trois têtes. Elle regarde de tous les côtés. dentro l'obbedienza che non ha quindi la carità e l'obbedienza sono proprio dettati di tutti gli obbedienti monastici, la figura dell'obbedienza proprio le fattezze spirituali. Allora, come vi dicevo, ci sono delle storie che raccontano la storia medievale di Santo Stefano. Questa scena è ambientata proprio oggi e il miracolo che viene rappresentato è quello della guarigione del mondo. Quindi vedete sulla sinistra San Pietro con i domenicani, sulla destra il ragazzo J'avoue que je ne m'attendais pas à tant de beauté. Ressortons de Sainte-Storge. Un air très lourd règne à l'extérieur. Il est presque midi. Plutôt que d'aller voir l'église Saint-Laurent-le-Majeur, je vais plutôt me balader dans le quartier des Navilly auparavant. Il me paraît qu'il y a une confusion dans le petit guide Michelin. Si cette porte est bien la Porta Ticinese et qu'elle est bien de style antique, la vraie Porta Ticinese qui est médiévale se trouve près de l'église Saint-Laurent. On la voit là-bas. La place sur laquelle nous nous trouvons, hérissée de fils électriques de tramway, est la place du 24 mai. Boulevard du Saint-Gothard. La façade de la Chiesa San Gottardo. Je me dirige vers le Navilly Pavese. Me voici au bord du Navilly Pavese, en quelque sorte le canal de Pavie. Pavie se situe au sud de Milan. Le Navilly Pavese a une longueur de 33 km. Au XVIe siècle, le système des canaux permettait de relier Milan, la grande ville lombarde, à la plaine du Pô, donc au fleuve Pô, et ensuite à la mer Adriatique. Car en effet, il faut savoir qu'il n'y a pas de grand fleuve à Milan. Pas comme la Seine à Paris, la Tamise à Londres, le Tibre à Rome, le Danube à Vienne et Budapest.
Je vais remonter le Naviglio Pavese vers la Darsena pour voir ensuite le Naviglio Grande. Comme on le voit, ce n'est pas le charme des ponts en fer du canal Saint-Martin. Le courant est assez rapide sur ce Naviglio. Le long des Navigli, souvent quelques petits restaurants, et le soir l'ambiance est à la fête. La jonction avec la Darsena, Sainte-Storge à nouveau. Me voici devant le Naviglio Grande qui est plus touristique. On comprend vite pourquoi. On peut embarquer pour faire une croisière sur le Naviglio Grande. On aurait peut-être tort de s'en priver. Donc si on chavire, ça ne doit pas être bien profond, moins que le lac de Côme. Voilà les bateaux mouches de Milan. Bien long ce Naviglio Grande, il fait 50 km, je l'ai dit. Plus long que le Pavese.
une bonne brise et ça fait du bien car il fait lourd aujourd'hui à Milan. Mollement bercé par le bateau, ce qui m'aide à digérer le risotto au safran que j'ai mangé ce midi. Il y a quand même une différence avec les canaux d'Amsterdam. Le bateau s'arrête. Ah, la ville est manœuvrier. Une fresque, et cette fois 21e siècle. L'art moderne est partout. Le point de départ. On dépasse et on va dans la Darsena.
ce matin et de ce côté. L'eau ne paraît pas de la première qualité. Un bel espace de balade vespérale. L'entrée du Naviglio Pavese. Manifestement, on n'y va pas. Ah, j'ai un doute, peut-être que si. On s'en rapproche. Non. C'était une manœuvre pour mieux réintégrer le Naviglio Grande. Et voilà, retrouvons la terre ferme. Une petite curiosité, ça fait plaisir quand on est à Milan. Ça repose surtout. Pour finir ma journée, je vais aller voir l'église Saint-Laurent Majeur. Place du 24 mai, un arbre est protégé contre la chute. Retour devant Sainte-Storge. Et donc on continue. Voici la véritable Antica Porta Ticinese dont je vous parlais tout à l'heure et qui n'était que l'arc du début du 19e siècle. Juste à côté de la porte se trouve l'église Saint-Laurent le Majeur. Face à l'église se trouvent les 16 colonnes de Saint-Laurent. Un ancien portique. Les 16 colonnes de Saint-Laurent sont l'une des rares traces de la Milan romaine. À l'époque de l'Empire romain, Milan s'appelait Mediolanum. Autrefois se trouvait ici un temple de Maximien consacré au demi-dieu Hercule. Au début du 5e siècle, on a commencé à bâtir une église chrétienne ici. Mais évidemment, tout cela a beaucoup changé au fil des âges. Devant l'église, une statue de l'empereur Constantin, le fondateur de Constantinople, Byzance, Istanbul. Saint-Laurent martyr. Fin plutôt cuisante, il a été martyrisé sur le grill. La basilique primitive a subi des incendies et la coupole initiale s'est effondrée. En réalité, il y a même eu plusieurs effondrements successifs et ce n'est qu'en 1591 qu'on l'a stabilisée. La coupole repose en fait sur une structure octogonale. La façade comporte
4 pilastres à chapiteaux ioniques. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'a été réalisée qu'en 1894, mais d'après les plans initiaux du XVIe siècle. L'intérieur est circulaire. La coupole de 1591 est de Martino Bassi. Remarquez les tribunes réservées aux femmes, matronéum. Un bon petit guide. Monseigneur devait abuser du chaussé aux moines. L'admirable scène. Pietà polychrome. Elle me fait hésiter entre le kitsch et le poignant. Mais je crois que je suis plus touché. Le déambulatoire. Dans le transept droit, on pénètre dans la chapelle de Saint-Aquilino. Regardez la délicatesse sculptée de cette frise. Et l'état de conservation depuis la Renaissance. Regardez la beauté de ce sarcophage.
La chapelle de Saint-Aquilino a été bâtie initialement au 5e siècle comme mausolée impérial. On voit ici des mosaïques paléo-chrétiennes antérieures à celles de Ravenne. Observez en particulier le Christ sans barbe, tel qu'on le représentait à l'époque. Les mosaïques abîmées, avec des fresques abîmées. Les reliques de Saint-Aquilino. Un escalier mène aux fondations. Évidemment, il faut s'y connaître en archéologie. La grille ne s'est pas refermée, on ne va pas retrouver mon squelette dans 100 ans. Remarquez, on m'aurait fait une petite place peut-être à côté de Saint-Aquilin. Le plan de la basilique de Saint-Laurent Majeur. Un plan circulaire, comme vous voyez, avec à droite la chapelle de Saint-Aquilin. Vous aurez noté d'ailleurs que Sant'Aquilino en viendrait même à voler la vedette à ce pauvre Saint-Laurent. Encore une cuisante désillusion pour Saint-Laurent. Je suis peiné de quitter Milan comme ça, alors qu'il y a encore tant de choses à voir. On n'a pas vu le théâtre de la Scala, on n'a pas vu la Pinacothèque Brera, la bibliothèque ambrosienne, la gare centrale, le cimetière monumental, une foultitude d'églises, de parcs. J'espère bien me rattraper un jour. La basilique de Saint-Laurent Majeur par le nord. Voilà, en ayant essayé de faire de mon mieux pour que vous ayez un petit aperçu. J'espère avoir retenu un petit peu votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence, je ne sais où.